Sunday Night Production. Bienvenue à l'Iron Café, l'émission qui débat de toute l'actualité running entre passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons, avec nos invités, tenter de répondre à cette question. Le sport peut-il devenir un outil pour défendre des causes sociétales, environnementales ou encore idéologiques ? Entre la neutralité des grands événements sportifs et l'engagement personnel des athlètes, où doit-on mettre des limites ? Une question épineuse, c'est parti. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons, en première partie d'émission, tenter de mieux comprendre pourquoi de plus en plus de sportifs apportent publiquement leur soutien à certaines causes. Est-ce qu'il y a un risque de dérive ou de récupération face à cet engagement ? Puis, en deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur toute l'actualité running de ce début d'année 2021 et nous allons vous proposer une sélection d'articles de running indispensables pour passer l'hiver dans les meilleures conditions. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table trois invités. La première est une athlète professionnelle, spécialiste du 3000 m steeple. Elle n'hésite pas à partager ses idées et ses convictions sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Emma Oudiou. Emma, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Merci beaucoup pour votre invitation. Ça va bien, merci. Et notre second invité est un ancien élève de l'école normale supérieure de Lyon. Ça va faire plaisir à Fred, ça. Doctorant en histoire à l'université de Clermont et à l'université de Paris-Nanterre. Il est spécialisé en histoire du sport et des minorités raciales. Il s'agit de François-René Julliard. François-René, merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Merci à vous pour cette invitation. Et écoutez, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Ça va très bien, merci. Et enfin, nous sommes aussi en compagnie de Frédéric Bellouz, entraîneur du groupe élite au Stade français athlétisme et journaliste sportif, on peut le dire aussi. Fred, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Comment ça va toi ? Bonjour Emma, bonjour François-René, bonjour Guillaume et bonjour à toutes et tous. Ça va parfaitement aujourd'hui, surtout avec un sujet qui est vraiment très intéressant et je pense qu'on a... Deux personnes vraiment indiquées pour pouvoir le traiter avec intelligence et profondeur. Eh bien, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet d'aujourd'hui alors. Et on va commencer en parlant d'une actualité récente qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du sport olympique. Sébastien Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, s'est dit ne pas être opposé au droit des athlètes à protester lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo. En particulier, s'ils souhaitent agir contre les inégalités raciales. Alors, le comité olympique a emboîté le pas en disant qu'ils étaient prêts non pas à revenir sur la charte, mais à assouplir leur position. François-René, il y a encore quelques années, un athlète qui aurait souhaité exprimer ses convictions lors d'une Olympiade aurait très probablement été exclu de la compétition pour non-respect de la charte de neutralité. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un début de changement de mentalité de la part du CIO, qui est quand même une institution pas forcément connue pour être très réformiste ? Non, mais tout à fait. En fait, le CIO, c'est une vénérable institution qui a plus de 100 ans et qui s'est construit autour de l'idée que le sport était quelque chose d'apolitique, de neutre d'un point de vue des nations. Et donc, ce CIO a une idéologie, si vous voulez, de non-engagement. Il fait respecter aux athlètes qui participent, aux membres des délégations olympiques, cet impératif de ne pas... selon l'expression de l'article de la règle 50, la fameuse règle 50, ils imposent de ne pas prendre de position, que ce soit sur le plan racial, politique, religieux, etc. Et l'exemple parfait, enfin le plus célèbre exemple de ça, c'est le fameux geste de Tommy Smith et John Carlos aux Jeux de Mexico 68, où vous avez donc ces deux athlètes qui arrivent premiers et troisième du 200 mètres, qui, sur le podium, au moment où l'hymne américain retentit, ils lèvent le poing en signe de protestation contre la condition noire aux États-Unis. Et pour ce geste, ils sont exclus des Jeux olympiques sous la pression du CIO qui fait pression sur la délégation des États-Unis. Et ils sont donc bannis. Maintenant, effectivement, ça, c'est le modèle traditionnel.
sur lequel fonctionne le CIO. Ensuite, effectivement, du fait de l'activisme qui était très actif donc, ces derniers mois, du fait de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de George Floyd, on a des mouvements politiques comme Black Lives Matter particulièrement, qui ont entraîné un mouvement de politisation générale, qui va au-delà du sport, mais qui concerne aussi le sport. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'on a cette remise en cause par Sébastien Coe. Effectivement, hein, il y a eu des événements récents qui ont certainement accéléré ces phénomènes-là, mais on va revenir un peu plus tard dans l'émission sur tout ça. Emma, toi, en tant qu'athlète, quel regard tu portes sur ces déclarations de Sébastien Coe? Est-ce que tu attendais ce genre de déclaration? Alors, comme tu l'as dit au début, Guillaume, je suis une athlète qui essaye d'être la plus engagée possible, et je dirais même que j'utilise le sport comme canal de message par rapport au progrès qu'on peut faire dans notre société. Je trouve que c'est quand même un petit peu qu'il y a un côté un petit peu hypocrite en fait de la part du CIO, dans le sens où je pense que les grands rendez-vous sportifs internationaux ont une valence politique de fait. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs pays qui vont concourir les uns contre les autres. On se rappelle aussi à l'époque où il y avait encore l'URSS, où on voyait que le sport c'était un moyen pour le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est de faire la guerre froide. Il y a Hitler également à l'époque qui a utilisé les Jeux Olympiques, je crois, à Berlin, en tant que vitrine de sa politique et de ses idéologies. Et donc je pense que le sport est déjà, et les Jeux Olympiques sont déjà au centre d'enjeux et d'intérêts politiques. Sauf qu'ils étaient peut-être plus utilisés par les institutions que par les athlètes eux-mêmes. Et je trouverais ça juste que les athlètes, que les revendications politiques puissent provenir des athlètes également. Ce que tu dis est très intéressant et j'ai l'impression que beaucoup d'athlètes effectivement n'hésitent plus en tout cas à prendre la parole ou à partager certaines convictions. En 2020, on a vu beaucoup de sportifs prendre position officiellement et tous les sports sont concernés. Hein. Par exemple, on peut citer notamment LeBron James ou Lewis Hamilton qui se sont engagés pour le mouvement Black Lives Matter. Nos joueurs de l'équipe de France de football ne sont pas en reste en matière de protestation puisque le dernier en date, c'est celui de Antoine Griezmann qui a mis notamment fin à son partenariat avec un sponsor chinois Huawei suite aux doutes qui planent sur cette entreprise et l'exploitation des travailleurs ouïghours. Des prises de position qui font réagir, notamment les entraîneurs. Par exemple, on peut citer Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France qui a donné son point de vue sur ces joueurs qui prenaient position publiquement. Et il a mis en garde les Bleus sur leur engagement personnel en leur conseillant d'être attentifs à l'interprétation des messages et au risque, je cite, d'émettre un avis sans être certain de ce qu'on l'on avance, juste pour se faire entendre. Toi, Fred, en tant qu'entraîneur, quel conseil tu donnerais à tes athlètes si ils souhaitent prendre position officiellement, notamment sur des championnats ou sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu leur recommanderais et est-ce que tu serais à l'aise avec cette idée-là? Alors, je sais pas très sincèrement si j'ai à être à l'aise ou pas à l'aise avec cette question-là, parce que l'athlète est avant tout un citoyen et tout entraîneur que je sois, je n'ai pas la capacité, ni je pense l'autorité, ni la légitimité à le priver de sa liberté d'expression. Si je sais que j'ai un athlète qui a des besoins de revendication et qui souhaite le faire, certainement, je le conseillerais. Pas forcément. Je le conseillerais sur les enjeux et les implications que ça peut avoir et les retours de bâton que cela peut générer. Et je peux comprendre dans un sens la réaction de Didier Deschamps, parce qu'en fait, quand vous êtes entraîneur, surtout sur le haut niveau, votre rôle, c'est de faire en sorte que vos athlètes soient concentrés sur leurs tâches, sur leur objectif, et l'atteindre absolument. Donc, vous essayez un peu de l'isoler, de le protéger. C'est pas une forme de dénégation de sa capacité de parole, mais c'est plus, on a un objectif à atteindre. Moi, je t'accompagne dans cet objectif, et mon job, c'est de te mettre dans les meilleures
meilleures conditions possibles pour que tu l'atteignes. Donc je pense, je ne connais pas Didier Deschamps, mais je pense que c'est certainement dans ce sens-là qu'il s'est exprimé. Parce qu'on sait aussi qu'il peut y avoir un revers de médaille, que la puissance des réseaux peut être assez dévastatrice si on a une parole qui est mal interprétée, ou par exemple on va dire tiens, il prend position pour tel type de population et il dit rien sur tel autre type de problématique. On se retrouve un peu sous le feu des critiques, comme si on était paradoxalement obligé de se prononcer sur tout et qu'on n'a plus le droit de se prononcer en propre. Moi, je sensibiliserais entre guillemets aux enjeux qu'il peut y avoir sur ce type d'action, mais j'essaierai pas de la freiner parce que je sais que des athlètes, pour aussi pouvoir donner, on va dire, la plénitude de leur talent et s'exprimer pleinement, doivent pouvoir aussi s'exprimer sur ce qui font d'eux des femmes et des hommes, et qu'en s'auto-censurant, ils peuvent aussi, finalement, dans l'interaction qu'il y a entre le psychologique et le physique, entre guillemets, porter atteinte à leur performance, et que ça peut aussi les libérer. Donc, c'est un sujet délicat, mais je pense que notre rôle en tant qu'entraîneur, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, n'est pas d'interdire, mais plutôt de sensibiliser. Tu vas te retrouver plus exposé. Si tu es prêt à ça parce que tu estimes que la cause en vaut la peine, vas-y. Enfin, voilà, je pense qu'une personne qui peut pleinement être elle-même dans toutes ces dimensions sera d'autant plus performante, et du coup l'athlète également. C'est évident que l'athlète s'expose beaucoup plus s'il souhaite défendre certaines causes. En tout cas, on peut se poser la question, c'est pourquoi malgré ces risques-là, de plus en plus d'athlètes parlent publiquement de causes qui leur est chères. Il y a peut-être un événement marquant qui peut expliquer ce changement de mentalité. C'est l'affaire Colin Kaepernick qui date de 2016, où en pleine élection américaine, ce joueur de football américain avait posé un genou à terre pour protester contre les violences policières. Alors c'est vrai qu'en France, on a quand même une tendance à importer la culture et les problèmes américains, même s'ils sont très éloignés de notre histoire à nous. François-René, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un phénomène d'influence entre les athlètes américains et les athlètes français qui prennent de plus en plus position, et du coup qui indirectement incitent les athlètes français à faire de même? Oui, effectivement, tu as raison. En fait, il y a effectivement une imitation de la part des Français. Mais derrière ça, je pense qu'il faut voir plusieurs facteurs. D'abord, il y a un cadre plus général de politisation au moment où Colin Kaepernick pose le genou à terre, et puis au moment où, après la mort de George Floyd, un certain nombre de sportifs prennent également position. Ce cadre plus général de politisation, de militantisme, c'est vraiment Black Lives Matter. Et Black Lives Matter, c'est un mouvement qui dépasse le cadre américain, un mouvement qui a vocation à s'étendre au-delà. Et comment est-ce qu'il s'étend au-delà ? Eh bien, c'est en grande partie lié au fait que c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, qui est né comme un hashtag Twitter, et via cette faculté qu'ont les réseaux sociaux d'avoir un écho énorme et mondial, eh bien, le militantisme, c'est pareil, c'est-à-dire que ça dépasse les frontières. Tu as parlé du cas de Lewis Hamilton, je crois. On pourrait parler du cas de Marcus Thuram. On pourrait parler d'autres cas, d'autres athlètes comme toi, Emma, qui témoignent et qui parlent via les réseaux sociaux d'ailleurs. Ouais. Je parlerai aussi d'athlètes, parce que là, on a beaucoup cité des sportifs, mais il y a aussi des sportives qui se sont positionnées. Il y a Megan Rapinoe, j'ai fait mes petites recherches. Megan Rapinoe, qui est donc une footballeuse américaine, qui a plusieurs fois, il me semble, boycotté l'hymne américain, donc en soutien notamment à Kaepernick, qui, en fait, suite à ces prises de position-là, Kaepernick a été vraiment un emblème, parce qu'il a perdu tous ses sponsors, il n'a plus été, il pouvait plus faire partie d'équipes de football américain. Donc il y a Megan Rapinoe qui s'est positionnée, qui a plusieurs fois refusé de se rendre à la Maison Blanche
invité par Donald Trump. Donc voilà par rapport à ça. Et je trouve que certes, il y a une prise de position depuis 5 ans à peu près, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui permettent d'avoir une source d'information qui soit beaucoup plus variée, et on est moins dans l'obligation de passer par des médias un peu mainstream. Donc c'est vrai que ça permet aussi une certaine libération de la parole. Mais je pense qu'il y a quand même avant ces 5 ans-là, il y a quand même des femmes qui ont pris la parole, notamment par rapport aux violences sexuelles, aux violences sexistes, avec des femmes qui sont allées au devant de la scène. Je pense par exemple à une sportive comme Isabelle de Mongeau, une tenniswoman, qui dès 2005 avait porté plainte contre son entraîneur pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Et donc déjà à ces époques-là, on voit qu'il y avait une volonté de la part d'athlètes de prendre position, et ce qui leur arrivait était forcément politique. L'intime devient politique dans ces cas-là. Et toi, justement, Emma, qui n'hésite pas à prendre position sur les réseaux sociaux, tu es très active. Tu as même déclaré récemment, je crois, dans une de tes vidéos où tu as dit que tu voulais plus t'engager, notamment pour défendre le droit des femmes. C'est une cause qui, à mon avis, t'est assez chère. Est-ce que tu es quand même vigilante par rapport au message que tu souhaites partager ? Est-ce que tu crains, par exemple, des risques de mauvaise interprétation, des répercussions avec tes sponsors ? C'est aussi des fois des raids qu'on peut avoir d'autres communautés qui viennent faire un petit peu du harcèlement. Tu t'exposes quand même à des critiques. Et comment est-ce que tu juges ce que tu dis, ce que tu dis pas ? Comment tu mets des limites ? Comment tu arbitres un petit peu tes différentes prises de parole ? Alors c'est vrai que c'est pas du tout évident, parce que à partir du moment où on se positionne, comme tu le dis très bien Guillaume, on s'expose à des critiques sur tous les sujets sur lesquels je me positionne, à savoir le féminisme, les droits des femmes, la féminisation du sport. J'ai aussi pris position par rapport aux droits pour les migrants, pour les personnes exilées. Donc c'est vrai que c'est jamais évident. Après, là où j'ai beaucoup de chance, c'est que je travaille avec un sponsor, donc je peux le citer. Oui, donc je travaille avec Adidas, qui en fait me soutient à 100% dans ce que je fais. Je pense que Adidas a compris que les enjeux sociétaux étaient au cœur des préoccupations actuelles, et qu'il était évident pour eux et pour ces grandes marques-là de se positionner tout simplement. Et donc j'ai de la chance, parce que moi en fait, l'histoire, c'est que j'ai pris position avant d'être sponsorisée par Adidas. Adidas a compris que je pouvais être une des ambassadrices de ces prises de position-là. Et ce qui fait que j'ai quand même moins de risques qu'il y a par exemple 10 ans. S'il y a 10 ans, j'avais pris position comme je prends aujourd'hui, je pense que là, j'aurais été beaucoup plus exposée que maintenant. Donc il y a quand même... Et puis je suis aussi très suivie par les personnes qui me suivent, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook. J'ai la chance de n'avoir jamais eu aucun message de haters ou de personnes qui pouvaient aller à l'encontre de ce que je défendais ou être totalement en désaccord par rapport à ce que je défendais. J'ai eu des discussions, j'ai eu des débats avec des personnes qui pouvaient apporter des nuances par rapport à ce que je disais, mais je pense que j'essaye de le faire de la manière la plus honnête possible. Et bien évidemment que je dois mettre certaines limites. Je ne veux pas dire tout et n'importe quoi. J'ai quasiment 10 000 followers sur Instagram. J'ai beaucoup de jeunes femmes qui me suivent. Donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Donc j'essaie d'être la plus juste dans ce que je dis, mais aussi la plus honnête. Et quand j'ai envie de dire quelque chose, je ne me prive pas. Ça, c'est des éléments effectivement qu'il faut prendre en compte, puisque un athlète qui va partager certaines convictions s'expose à un bad buzz, et donc il peut perdre ses sponsors. Et donc la dimension économique, elle est importante. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'indépendance tant qu'il n'y a pas de liberté économique. Mais les équipementiers, ils ne sont pas en reste face à tous ces sujets. On peut citer par exemple le cas très récent de Nike, qui a déclaré croire en l'utilisation du pouvoir du sport pour inciter les gens à agir dans leur communauté. Et d'ailleurs, la marque à la virgule n'a pas hésité à fermer toutes ses boutiques à travers le monde. Le 19 juin dernier, le jour de l'émancipation, donc qui commémore la fin de l'esclavage aux États-Unis. Il y a d'autres équipementiers aussi qui, à l'image de Salomon ou On Running, qui s'engagent en faveur de l'environnement. Alors ça peut surprendre
certaines personnes de voir des entreprises qui ne sont pas des entreprises philanthropiques, bien au contraire, des entreprises à but lucratif, défendre des causes sociétales. C'est quoi vraiment leur intention derrière tout ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui dénoncent une forme de cynisme commercial. Alors Fred, est-ce que tu crois en la sincérité des marques pour défendre ces causes, ou là on assiste à une dérive? Alors moi, tu sais, Guillaume, tu me connais un peu, je suis un grand naïf, donc j'aime croire que si évidemment les enjeux commerciaux sont quand même bien calculés par les différentes marques qui s'engagent pour telle ou telle cause, on va pas se leurrer, je suis naïf mais pas totalement idiot non plus. J'ose croire que quand même, en tout cas, il y a des personnes qui prennent ce type de décision chez ces différents groupes et qui croient profondément à la portée de leur action. Il y a certainement une partie de responsables un peu cyniques qui se disent c'est un peu l'air du temps, si je prends telle ou telle position de telle ou telle nature, je vais faire du buzz, et si je fais du buzz, je vais faire du chiffre. Mais je crois aussi que certains ont compris effectivement que le sport avait certainement un poids de plus en plus important, et que ça pouvait être vecteur d'évolution sur certaines positions, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un athlète est avant tout un citoyen, un dirigeant d'entreprise est aussi avant tout un citoyen, et je veux croire que certains prennent vraiment des décisions qui sont en accord avec ce qu'ils pensent. Mais évidemment, il y en a, à mon avis, qui sont, pour un peu faire un anglicisme, qui sont totalement fake, mais comme certains font du greenwashing avec le développement durable. Mais au final, si même porter cette idée, si on prend un peu le parallèle avec le développement durable, juste dire qu'on a une politique écologique juste pour plus vendre, finalement développe une sensibilité écologique chez les gens qui reçoivent ces messages-là. Est-ce que finalement le but n'est pas atteint? C'est toute la question. Donc on pourra toujours débattre sur la sincérité des équipementiers, sur telle ou telle position qui peut être évolutive, mais on dit aussi qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc on pourrait se retrancher derrière ça. Moi, je veux croire quand même qu'il y a un certain nombre de prises de position qui ne sont pas anodines, et tu faisais référence à Nike qui avait fermé tous ses magasins lors du jour de commémoration, alors ils disent pas commémoration, mais c'est le jour de la mémoire de l'esclavage aux États-Unis, qui avait fermé tous ses magasins dans le monde entier. Ils se privent quand même d'un certain chiffre d'affaires, alors que peut-être qu'ils récupèrent par ailleurs, parce que tous les gens vont se dire tiens, c'est super ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, je trouve que c'est significatif. Moi, je trouve ça significatif, mais voilà, c'est peut-être parce que je suis un poil naïf ou un poil attendri, un poil émotif par ce type de prise de position. Mais moi, je serais malgré tout un petit peu plus cynique, c'est-à-dire que je n'exclus pas du tout que certains au sein du groupe Nike soient sincèrement sensibles aux causes de progrès social et sur différents plans. Mais il faut aussi voir que probablement, si on prend l'exemple de Nike justement, Nike a un certain intérêt d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, à prendre ce parti-là, parce que au fond, quand Nike choisit de sponsoriser Colin Kaepernick et de mener une campagne de publicité articulée autour de la personne de Colin Kaepernick, Nike sait que ça ne sera pas forcément populaire auprès d'un certain consommateur. Le consommateur, on va dire, voilà, pour simplifier les choses, qui plutôt de sensibilité républicaine, plutôt électeur de Trump aux États-Unis. Mais il sait aussi que sur le plan international, le combat de Colin Kaepernick est largement approuvé. En fait, les opposants à sa prise de position sont principalement américains, et ils prennent position dans un débat strictement national. Mais à l'international, Colin Kaepernick est largement soutenu. Et c'est pour ça que, d'un côté, ils peuvent perdre certains consommateurs, mais ils en gagnent de l'autre. Et ils voient bien aussi que, de façon plus générale, des mobilisations
comme Black Lives Matter, sont populaires à l'international. Et donc c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il y a un revirement. Il faut vraiment être, à mon avis, attentif au revirement, c'est-à-dire que vraiment Nike, dans les années 90, avait pour star principale Michael Jordan. Michael Jordan, c'était l'exact contraire de Colin Kaepernick. C'était quelqu'un qui disait « je ne fais pas de politique, je ne vais pas prendre parti pour dénoncer ceci ou cela ». D'ailleurs, on le lui a reproché. Mais par exemple, il y a un épisode célèbre, c'est quand il y a une élection en Caroline du Nord, si je me rappelle bien, avec un républicain assez connu pour des positions racistes qui s'appelle Jesse Helms. Et certains militants noirs américains demandent à Jordan « pourquoi n'appelles-tu pas, toi qui as fait tes études universitaires en Caroline, pourquoi n'appelles-tu pas à voter démocrate ?» Et Michael Jordan aurait répondu « parce que les républicains achètent aussi des chaussures ». Et cette phrase, elle est symptomatique d'un refus de la politisation du sport, d'un refus pour laisser la place à quelque chose, enfin une logique purement commerciale. Et quand on passe de Jordan à Kaepernick, on voit à quel point Nike a complètement viré de bord, a complètement changé d'avis, mais pour des motifs qui sont probablement en grande partie économiques. Mais c'est très intéressant parce que ça me fait penser à un petit documentaire que j'avais vu sur le net sur, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un peu comme du marketing communautariste ou je ne sais plus, et qui démontrait exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que en prenant position pour une cause, effectivement, j'exclus une partie de consommateurs, mais celle que je gagne en contrepartie est tellement importante et valorise tellement mon image que finalement je suis gagnant. Effectivement, je pense qu'il faut pas être totalement naïf sur les enjeux commerciaux. Ça c'est clair parce qu'il y a cette dimension-là. Mais d'ailleurs, si je peux rajouter juste quelque chose, le fait qu'Adidas, moi je ne savais pas que Adidas prenait aussi position pour soutenir les athlètes qui s'engageaient, eh bien ça montre probablement que Nike n'a pas vraiment perdu au change en soutenant Kaepernick. Si la marque rivale, qui est quand même la principale rivale de Nike, Adidas, prend le même virage, c'est probablement qu'elle a aussi des intérêts économiques là-dedans. D'ailleurs, historiquement, Adidas a repartagé une publicité de Nike l'année dernière sur son compte Instagram, une publicité qui militait en faveur de l'égalité, et c'est son concurrent qui a repartagé sa publication, ce qui n'était jamais arrivé de l'histoire du marketing des marques. Donc on se rend compte qu'il y a une unité, ou en tout cas il y a une volonté d'aligner les planètes, parce que c'est Nike étant un leader, je pense que ce qu'ils font est aussi très regardé de la part du marché, et que ça impulse aussi un mouvement. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a quand même pas des risques de dérive face à l'engagement des athlètes ? Je vais vous donner un exemple. Lors de la dernière Coupe du Monde, on a vu par exemple Neymar sur les podiums de la finale. Alors ça a été de la Coupe du Monde, mais il a aussi réitéré ça lors de la Champions League, où il avait un bandeau avec écrit sur la tête 100% Jésus. Ça a choqué pas mal de téléspectateurs. François René, si on touche à la neutralité des grands événements, alors certes sous couverture de défendre l'égalité entre les hommes, ce qui est une valeur qui est difficilement attaquable, est-ce qu'on risque quand même pas d'ouvrir en quelque sorte la boîte de Pandore et après voir toutes les actions que chacun peut juger nécessaires, défendre, et finalement on risque pas peut-être d'assister à des dérives et de diviser, de créer plus de division, finalement d'union, ce qui est quand même le rôle de ces grands événements sportifs, c'est de rassembler les gens, c'est pas forcément de les diviser. Est-ce qu'il y a quand même pas un risque ? C'est quoi ton regard par rapport à ça ? Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, tu retombes sur des positions qui sont au fond celles du CIO, c'est-à-dire ou d'autres organisations sportives qui prenaient l'apolitisme des compétitions, au motif justement que c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est ouvrir la boîte de Pandore. Parce que si on dit, tout athlète peut prendre position, peut lever le poing pour telle ou telle cause, où s'arrête le curseur, c'est-à-dire que n'importe qui pourra argumenter en disant, mais vous voyez bien, vous avez autorisé tel athlète à prendre position, pourquoi moi est-ce que je ne pourrais pas prendre position pour une cause qui sera que les uns ou les autres jugeront plus contestable. Et c'est bien le problème aux yeux du CIO, si bien que pour revenir sur le débat qu'on avait en tout début d'émission, je ne serais pas forcément
si affirmatif en disant que la règle 50 va être révisée, par exemple. Parce que Sébastien Coe qui dit nous allons modifier cette règle, je rappelle donc il dirige la fédération d'athlétisme. Et ce n'est pas lui qui prend la décision, au final, de changer ou pas la charte olympique. Mais l'athlétisme est un sport hyper représenté. C'est un sport très très important, évidemment, absolument. C'est un interlocuteur, si vous voulez. Le mouvement olympique, on peut le représenter comme un dialogue entre trois grandes entités qui sont, si vous voulez, au sommet du triangle CIO, qui prend souverainement les décisions, les comités nationaux olympiques, qui sont les interlocuteurs pour chaque nation participante, et puis vous avez les fédérations internationales. Et parmi celles-là, la fédération d'athlétisme est vraiment celle qui, peut-être, sans doute, pèse le plus. Et au sein de cette fédération, Sébastien Coe est une figure particulièrement charismatique, célèbre pour ses performances, et puis par son discours, pour avoir réussi à ramener les Jeux de Londres, les Jeux olympiques de 2012 à Londres contre les rivaux français. Donc c'est une voix qui porte, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il aura gain de cause à la fin. C'est ça que je veux dire. Selon toi, tu penses que le CIO n'est pas prêt encore, en tout cas aujourd'hui, à revoir ses positions En fait, je pense que ce à quoi il faut s'attendre, c'est pas nécessairement une réécriture de cette fameuse règle 50, ou bien dans des termes très très édulcorés, très un peu flottants. Par contre, ce à quoi il faut s'attendre, c'est peut-être pas donc à cette réécriture, mais peut-être à une certaine tolérance envers les gestes. Il y aura ce qui est écrit dans la charte, et puis il y aura les sanctions réelles que va prendre le CIO. C'est ça qui va peut-être évoluer. Quand on voit ce qui s'était passé avec Tommy Smith et John Carlo en 1968, eh bien, on a d'une part une exclusion des athlètes, on a une exclusion définitive, je veux dire, et puis une reconversion très difficile, un oubli de ces athlètes. Ils ne figurent pas, par exemple, dans le film officiel des Jeux Olympiques de Mexico, parce que le CIO a demandé à ce qu'ils n'y soient pas. Et ensuite, on voit une réhabilitation progressive de ces athlètes jusqu'en 2016, où Barack Obama les invite à la Maison-Blanche. Et voilà. Aujourd'hui, je pense que si un John Carlos ou un Tommy Smith faisait le même geste, eh bien, la sanction ne serait pas nécessairement la même, elle serait plus légère. Et ça risque d'arriver. On peut supposer que, peut-être pas à cette Olympiade-là, mais à la prochaine, on va avoir de plus en plus ce type d'action. Et là, il va forcément avoir une réaction. Alors si le CIO est assez souple, on va finalement dire c'est toléré, on a le droit de le faire. Et s'il est très dur, ça risque aussi d'être une sacrée avalanche de critiques. D'autant plus que nous, en tant que pays occidental, on a un regard par rapport à ça. Mais je suis pas sûr que les Russes, je suis pas sûr que les Chinois, je suis pas sûr que l'Occident, c'est pas le monde. On a des fois tendance à l'oublier, mais il y a d'autres sensibilités et peut-être des gens qui partagent pas forcément notre point de vue. La question aussi de défendre, par exemple, des candidats à l'élection présidentielle. Si demain il y a un athlète qui veut défendre, je sais pas, Donald Trump, est-ce qu'à l'inverse, il risque pas d'être du coup puni parce qu'il défend une idéologie qui est pas forcément dominante dans les médias, ou en tout cas qui est assez consensuelle. Donc c'est des questions que ça se pose. Est-ce que finalement on n'a pas le droit de revendiquer un type de pensée? Si on va dans ce type de pensée-là, finalement les critiques vont être assez positives. Mais si on va sur un autre type de pensée, finalement on va avoir le droit à la même censure. Est-ce que c'est pas un risque que ça ferait de toi, par exemple? Je pense que vous avez bien posé la question, c'est-à-dire que la libre expression, c'est un moment où on rentre dedans, et un moment où on peut aussi comprendre, au-delà de son côté très conservateur, le CIO, en se disant, comme tu le disais, est-ce que j'ouvre pas la boîte de Pandore, mais dans le sens, si j'autorise par exemple quelqu'un à s'exprimer sur la lutte contre les discriminations, nous on trouve ça tout à fait louable. Et moi, je serais très favorable, comme des athlètes féminines qui s'expriment contre les discriminations faites aux femmes. Mais c'est-à-dire, quid d'un athlète qui pourrait, par exemple, être absolument misogyne et qui prendrait la parole pour affirmer la domination de l'homme sur la femme, et on dirait, non, toi, t'as pas le droit de dire, et qui lui revendiquerait de dire, pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que vous pensez pas comme moi. Je pense qu'il y a cette question-là derrière, qui est liée à nos sensibilités, aux uns et aux autres, comme tu dis, aux sensibilités suivant les sociétés, puisqu'il y a des sociétés où malheureusement ou heureusement, je vais éviter de juger, mais ces questions ne se posent pas en ces termes-là, et ça soulève tout un tas de problèmes, parce qu'il y a tout un tas de sujets, je pense que globalement, en tout cas, on serait d'accord pour dire oui, mais tu prenais l'exemple, par exemple, de l'implication politique.
Quid à un moment quand on va prendre des positions plus tranchées. Donc, à quel moment on arrête ? C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté qui rejoint celle d'un débat assez global et qui a animé notre pays encore récemment sur la liberté d'expression. Et on voit que les choses sont pas aussi claires et quelles que soient les sensibilités, on va dire politiques ou religieuses ou autres, dans tous les camps, tu trouves différentes sensibilités, entre guillemets. Mais je me permets, je pense que en fait le monde sportif et le monde olympique, le monde du sport de haut niveau porte en son sein des problématiques politiques, des problématiques. On a par exemple Simone Biles, qui est une gymnaste américaine, qui s'est exprimée publiquement, qui s'est même adressée directement à la Fédération américaine de gymnastique pour parler des violences sexuelles qu'elle a subies de la part d'un entraîneur d'un médecin de la Fédération de gymnastique. Donc en fait, le sport, au-delà des problématiques politiques qui vont au-delà du monde sportif, il ne faut pas oublier que le monde du sport est violent en soi. Il est violent parce que il va y avoir beaucoup de sexisme, parce que il y a des femmes, des jeunes femmes qui vont subir des violences, que ce soit de la part du corps médical, de la part des entraîneurs. Il va y avoir également du racisme en son sein. Et donc, je pense que forcément, il va y avoir des athlètes, forcément, il va y avoir des sportifs et des sportives qui vont devoir parler, qui vont devoir remettre en cause le monde sportif, dans le sens où, encore une fois, c'est un monde, qu'on le veuille ou non, qui est discriminatoire parce qu'il cristallise les discriminations que l'on va pouvoir retrouver dans la société. En fait, je pense qu'on ne peut pas prendre cette question-là en considérant que le sport est totalement neutre des discriminations que l'on va trouver dans la société. Je pense que le sport est porteur et même, voire des fois, il rend encore plus puissants certains systèmes discriminatoires. Et on ne peut pas demander aux athlètes qui subissent ces discriminations, qui subissent ces violences, de se taire et de se terrer dans le silence. Et pour rebondir sur quelque chose que nous disait Emma tout à l'heure, il y a une forme de paradoxe assez criant, parce qu'effectivement, le sport, et François René pourrait compléter, je pense, mais a été, je pense, le sport a été largement utilisé par les États, nations, États totalitaires. Emma faisait référence au JO de Berlin de 1936, où l'idée d'Hitler était quand même déjà, au-delà de légitimer son pouvoir, d'affirmer la supériorité de la race aryenne. Malheureusement pour lui, Jesse Owens était à ces JO, donc la race aryenne n'a pas pu s'affirmer, en tout cas sur le sprint. Et du moment où et pourquoi je parle de paradoxe, que du moment où ce sont les athlètes eux-mêmes qui se servent du sport et plus, on va dire, les États ou les fédérations pour véhiculer des messages, ça nous pose plus questions. Je pense qu'on est à une époque où on est un peu à la croisée des chemins, qui est liée aussi à la société dans laquelle on évolue et où la parole se libère. Parce que je prendrais un autre paradoxe. Tant qu'un athlète est en activité, on juge que toute prise de position politique n'est pas souhaitable, n'est pas souhaitée. Sous l'idée, le sport, ça doit rassembler tout le monde et on ne fait pas de distinction entre les uns et les autres. Et on va parler que de la France. Ce n'est pas rare, en tout cas, que des athlètes de très haut niveau se retrouvent impliqués en politique, voire même finissent ministres des sports derrière, sans qu'on trouve à y redire. Mais parce que c'est comme si, du moment qu'on était sportif, on ne devait faire que du sport. Mais une fois qu'on n'est plus sportif, notre ministre des Sports actuel est une ancienne sportive de haut niveau, mais c'est une grande tradition en France, en tout cas. Mais c'est une grande tradition, mais il faut voir qu'on les limite quand même souvent au ministère des Sports. On considère que le sportif n'a pas forcément des compétences autres alors qu'il en a énormément. Mais c'est comme s'il y avait, quand on est sportif, on peut être que sportif. Et je peux rejoindre Emma dans l'analyse de dire, on est sportif, mais c'est une partie de notre activité. C'est comme si quelqu'un qui est salarié, qui est chef d'entreprise, quelqu'un de normal, n'aurait pas le droit de prendre position sur
quelques sujets. Tu as que raison ce de le soit. souligner, Fred. C'est vrai qu'il y a cette attente particulière par rapport aux sportifs qu'on essaye toujours de cantonner au sujet qui touche le sport. On va jamais, par exemple, reprocher à, je sais pas, George Clooney ou Leonardo DiCaprio d'être très engagés sur les luttes contre le réchauffement climatique, par exemple. Alors qu'un athlète, dès qu'il va essayer de s'éloigner un peu de son domaine de prédilection, on va lui reprocher. Il y a beaucoup de gens qui vont lui reprocher, même s'ils s'expriment sur leurs réseaux sociaux. Alors finalement, c'est leur propre image et libre à eux de choisir de parler des sujets qui les intéressent ou non et aux gens de les suivre ou pas. Mais il y a peut-être cette idée aussi qui est sous-jacente à mon avis, qui est de se dire finalement un athlète, il fait du sport et il se tait et c'est pas quelqu'un qui peut penser, c'est pas quelqu'un qui a l'intellectuel, c'est pas quelqu'un qui a la réflexion derrière. Il y a c'est toujours ce clivage de mettre les sportifs d'un côté, les intellectuels de l'autre et par définition le sportif en est exclu de toute réflexion. C'est quand même assez limitant comme perception des choses. Et j'irais même un petit peu plus loin, j'irais même jusqu'à dire que le CIO et ces grandes institutions sportives sont pour beaucoup menées par des responsables qui sont des hommes, qui sont blancs, donc qui ne subissent pas des discriminations particulières. Donc c'est peut-être un peu facile pour ces représentants-là de demander à des sportifs et des sportives de se taire. Peut-être que s'il y avait un peu plus de représentation des minorités dans les instances dirigeantes sportives, peut-être que cette question de est-ce qu'on peut avoir un discours politique en tant que sportive ou pas, se poserait différemment. Oui, peut-être effectivement, je suis d'accord avec toi. Et je voulais aussi ajouter par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que peut-être qu'au fond, la vraie évolution, voire révolution, selon les interprétations, c'est pas forcément que les grandes institutions comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde se mettent au diapason en tolérant des manifestations politiques. La vraie évolution, peut-être, c'est qu'on se met progressivement à considérer le sportif, la sportive, comme quelqu'un qui peut prendre position publiquement, comme un ou une intellectuelle comme les autres, si je peux me permettre un peu ce rapprochement. Et on voit, avec d'autres catégories sociales, les artistes, les intellectuels, on voit historiquement qu'il y a eu un moment, une période, où leur prise de position dans l'espace public n'était pas une évidence. Quand, là je ne vais pas y passer très longtemps, mais quand des universitaires prennent position pendant l'affaire Dreyfus, par exemple, un certain nombre d'artistes qui, eux, sont habitués à parler dans les journaux, réagissent en disant « mais de quel droit font-ils ça ? De quel droit prennent-ils parti ? S'expriment-ils ? En fait, quelle est leur légitimité ?» Et les universitaires répondront « bien c'est parce que nous avons des titres, parce que nous avons nous sommes maîtres de conférences, etc. » Donc nous avons une compétence propre. Et donc les sportifs, eux, on ne leur reconnaît pas jusqu'à une période récente cette capacité ou cette légitimité à s'exprimer publiquement. Pourquoi ? Parce que le sport est considéré comme du domaine du divertissement. Et donc, qui dit divertissement, littéralement, étymologiquement, divertir, ça veut dire détourner de l'actualité, de la politique, par exemple. C'est se détendre. Et c'est pour ça que pendant longtemps, la légitimité des sportifs et des sportives à parler n'avait rien d'évident. Et c'est peut-être ce qui change au fond, ça, actuellement, aujourd'hui, à la fois pour des problèmes généraux de la société, par exemple le racisme, et puis des problèmes, et ça Emma tu le disais, des problèmes internes au sport, c'est-à-dire notamment par exemple actuellement finalement MeToo qui touche le sport, enfin les violences sexuelles, tu parlais d'Isabelle de Mongeau, et plus récemment tous les problèmes qui ont touché la Fédération de gymnastique aux États-unis, la Fédération de patinage artistique en France. Avec Sarah Abitbol. Exactement. Et je tiens aussi à citer une athlète que l'on ne cite pas beaucoup. C'est Catherine Moyon-Debac, j'espère que je prononce bien son nom, qui est en fait une lanceuse de marteau qui, dans les années 90 déjà, portait plainte par rapport à 4 coéquipiers de l'équipe de France et un entraîneur par rapport à des agressions sexuelles et des viols subis au sein d'un stage, il me semble. Et donc, je tiens quand même particulièrement à lui rendre honneur parce que déjà dans les années 90, déjà aujourd'hui, même avec le mouvement MeToo, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder et c'est difficile de dénoncer ce qui se passe dans ce domaine-là. Et on a eu droit à de grandes femmes comme Catherine
pour tracer la voie. Tu fais bien de le rappeler. Après, la question qu'on peut se poser, c'est que s'indigner, c'est pas forcément agir. Est-ce qu'il y a pas aussi un effet buzz, finalement, que ces déclarations, que cette indignation, elle soit peut-être dépend de l'action? Est-ce que finalement, ça sert à quelque chose aujourd'hui? On l'a vu sur Black Lives Matter, tout le monde s'est engagé, tout le monde a mis des hashtags, tout le monde a partagé. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle quand même un petit peu moins. Est-ce que concrètement, c'est efficace? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir, parce que ce qui compte, c'est finalement c'est l'action, c'est pas forcément la revendication, c'est intéressant, mais si elle n'est pas corrélée à l'action, est-ce qu'il n'y a pas un coup d'épée dans l'eau? Est-ce qu'on risque pas aussi, à force d'être sur la dénonciation, finalement, de se dire c'est on a fait le job et puis je passe à autre chose? Moi, je te dirais, pour répondre à cette interrogation, je reprendrai les termes de Stéphane Hessel, célèbre résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a écrit un ouvrage qui a été un best-seller en 2010, qui s'appelait du coup « Indignez-vous » et qui dit très clairement, je reprends ces mots, l'indignation est le ferment de l'esprit de résistance. C'est-à-dire que c'est la base. Le ferment, c'est ce qui va faire lever la patte. Et voilà, alors s'indigner, comme tu le dis, Guillaume, je pense s'indigner juste pour faire le buzz et s'indigner, sans que derrière, ça constitue la base d'une action à venir, vraiment pour faire évoluer les choses. Oui, ça sert à rien, mais l'indignation est le point de départ. Et je pense que ça l'est pour beaucoup. En tout cas, moi, c'est le regard que je souhaite porter sur un certain nombre de prises de position. On sait toujours que dans ce type de mouvement, il y a un peu le phénomène follower, c'est-à-dire les gens qui vont se mettre dans une cause parce qu'ils estiment qu'elle est populaire et que ça va leur être bénéfique. Mais souvent, quand c'est pas sincère, les masques tombent assez rapidement et voilà. C'est vrai. C'est un sujet en tout cas passionnant. Merci à vous trois d'y avoir participé. Je pense qu'on va suivre ça de près parce que je pense que d'ici les JO de Paris, les JO aussi de Los Angeles, à mon avis, on va avoir droit à certaines, un changement, en tout cas un bousculement des mentalités. Et peut-être Tokyo. Ah oui, je les avais presque oubliés ceux-là. Mais tu sais, les Japonais, généralement, c'est pas les plus. Je pense que ça va plutôt jouer à Paris et à Los Angeles, parce que là, on a quand même deux pays qui sont quand même pays des droits de l'homme, les Américains aussi avec leur histoire. Je pense que c'est surtout là où ça va jouer. Les Japonais, peut-être que je me trompe, je sais pas, mais je pense que c'est pas forcément. Ils vont pas mettre le poids du corps sur ça, à mon avis. Bon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y aura un dialogue entre d'un côté le Japon et puis le CIO et puis les athlètes, mais oui, c'est pas forcément le pays qui privilégie le plus le militantisme. Mais on verra bien. J'avais une petite requête. Est-ce que ce serait possible d'appeler dans la tête d'un coureur et d'une coureuse? Oui, ça serait... on peut, oui. On peut, non, mais en fait, c'est dans la tête d'un coureur. Nous, ce qu'on aime, c'est le côté fédérateur. En fait, on n'a pas sexué ça. Enfin, pour nous, c'est pas sexué. En fait, c'est le pouvoir avoir un mot qui puisse fédérer. Ça pourrait être coureuse, ça pourrait être coureur. C'est vrai qu'on n'a pas eu forcément cette logique-là. Nous, ce qu'on veut, c'est fédérer. Et c'est quand on dit un coureur, c'est coureur. Et c'est aussi, d'ailleurs, je pense que ce qu'on aurait pu faire, c'est de le mettre au pluriel et pas forcément au singulier, c'est-à-dire trailer, triathlète, marcheur, peu importe. Enfin, c'est vraiment de pouvoir fédérer au maximum les personnes. Donc, c'est ça. C'est le risque. Après, c'est toujours ajouter des parpaings, des machins, des coureuses, des paralympiques. Et tu vois, finalement, tu as lourdi. Je pense que ce qui compte, c'est la ligne éditoriale. C'est finalement les valeurs que tu défends et c'est dans ton contenu que tu fais la différence. Si ça reste une étiquette ou un titre. Mais c'est une remarque pertinente. Et d'ailleurs, on y a pensé, notamment avec l'écriture inclusive. On s'est dit, pourquoi pas. Après, on s'est dit, non, finalement, ce qui compte, c'est le contenu, c'est le fond. Et c'est pas forcément la forme. Ça veut dire qu'en logo, vous pouvez mettre une femme alors. Il y a les deux. Ah, autant pour moi, j'avais vu que un homme. Non, il y a les deux. On n'est peut-être pas irréprochable, mais en tout cas, on essaye de. Bien sûr. On essaye de faire. Voilà, on cherche pas forcément. Et tu remarqueras, Emma, que sur le logo, la femme est devant l'homme d'ailleurs. Elle est devant. Merci à vous trois et je vous propose qu'on passe sans plus attendre à la rubrique actualité. C'est parti. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. La rubrique actualité, c'est toutes les informations que vous devez connaître pour être à jour dans le monde de la course à pied. Et je commence cette rubrique en vous remerciant, puisqu'on a reçu énormément de messages suite au lancement de ce nouveau programme, l'Iron Café. Et visiblement, vous êtes nombreux à l'apprécier. Donc, ça nous encourage à continuer, à aller chercher de nouvelles thématiques, de nouveaux invités. C'est vrai qu'on avait envie de sortir un petit peu de l'entraînement pur, de la course à pied pure, pour prendre de la hauteur et essayer d'aller traiter des sujets un petit peu plus de fond qui concernent notre sport. Vous êtes nombreux à suivre ce programme, donc ça fait
fait plaisir de savoir qu'on est soutenu sur ce type d'initiative et particulièrement aussi pour la rubrique Actu, notamment la partie équipement. C'est vrai que voilà, vous étiez nombreux à nous demander qu'on parle plus d'équipement. Avec Fred, on n'était pas forcément très chaud au début pour le faire et finalement, on a trouvé un format qui marchait plutôt bien, où on apprend des choses et voilà. Donc merci de nous avoir encouragés à le faire et avoir bousculé nos a priori parce qu'au final, on s'éclate plutôt bien à le faire. Donc on va continuer. Allez, on commence sans plus attendre notre rubrique actualité. Manu de Wanna Run va bientôt nous rejoindre pour nous présenter sa sélection d'articles running indispensables pour passer l'hiver dans les meilleures conditions et vous allez voir qu'il nous a dégoté quelques petites pépites, donc restez avec nous. Mais avant ça, on va parler d'actualité avec un phénomène à mon avis qui va malheureusement ou heureusement s'accentuer avec la crise de la Covid-19, c'est les opérations marketing pour tenter de battre des records. C'est vrai qu'on avait eu ASICS avec Xavier Thévenard et le GR20, on a eu aussi Salomon avec la tentative du 24 heures du record de 24 heures qui a aussi échoué avec Kylian Jornet. Et là on a Okawan qui essaye eux aussi avec Jim Whistler la tentative des records du 100 km. Alors c'était la semaine dernière. Bon, moi je trouve que ça commence à faire un petit peu too much. Il va falloir penser à faire autre chose parce que ça sent quand même la bonne opération à plein nez et ça manque peut-être un petit peu d'authenticité. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Fred, est-ce qu'il a réussi, notre très cher Jim, à battre le record? Est-ce qu'on en a enfin vu une de ces opérations fonctionner? Alors malheureusement, comme beaucoup le savent, il a échoué et il a échoué de 11 secondes. C'est-à-dire que le record à battre était de 6 heures 9 minutes et 14 secondes. Et il a fait 6 heures 9 minutes et 25 secondes, soit quand même une moyenne hallucinante de 3 minutes 42 au kilo sur 100 km. Donc passage au marathon en 2,35 je crois. Ouais, en 2,35 27 exactement. Donc vraiment une énorme perf et il est passé vraiment à chouïa se dire faire 100 bornes pour échouer 11 secondes, c'est aussi ça. Ça montre que même équipé de chaussures très performantes, ça reste un record du monde qu'il faut battre et que pourtant là c'est pas le premier venu, Jim Whistler. Ça reste une performance à pouvoir établir. Et on notera que lors de cette course, il y avait une représentante française, Audrey Tanguy, qui a établi un très beau temps de 7 heures 40 minutes et 36 secondes exactement, soit une moyenne de 4,35 au kilo. C'était sa première course sur route de toute sa carrière, parce qu'en fait c'est une ultra traileuse donc qui est liée à Oka One et qui dans le cadre de cette opération pour le lancement de leur nouveau modèle carbone lui avait proposé, et je pense qu'elle a accepté puisqu'elle y était, de faire un 100 km. C'est la première fois qu'elle allait sur le bitume. Record de France ou pas alors? Non, pas record de France, mais grosse perf, ça en fait la meilleure coureuse de 100 km de l'Hexagone à l'heure actuelle. C'est vrai que 11 secondes, il y a quand même de quoi rager, mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est aussi la dure loi du sport. C'est vrai que finalement ça finit souvent en échec, ces opérations marketing. Il y a très peu Nike a réussi à faire les moins de 2 heures, mais c'était aussi au prix de 2 tentatives. Pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce que c'est pas aussi parce que il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'adversité, on n'arrive pas à recréer les conditions d'une compétition qui sont peut-être indispensables à la performance, et que il n'y a pas l'émulsion qu'on peut avoir dans une vraie compétition, et donc ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, en fait, la difficulté, c'est que là, on est sur de l'ultra. On parle de 100 km, du GR20, du record du monde de 24 heures sur piste, de surcroît, parce que l'opération Salomon était sur piste. Donc, on n'a pas de lièvre qui peut vous accompagner jusqu'à, on va dire, 80, même 70% de la distance. Et du coup, enfin, même si pour le GR20, Xavier Thévenard était accompagné tout le long, il y a, comme tu le dis, je pense, un moment, cette dimension excitation de compétition qui peut pousser à se dépasser et qui fait qu'on va battre le record. Mais là, je pense qu'Emma est encore mieux placée que moi pour en parler, parce qu'à un moment, quand on s'aligne et qu'on sait que les autres veulent te faire la peau, tu peux aussi beaucoup plus donner, non? Ah oui, moi je trouve que ça change tout. Et puis je pense que, bon, alors là, du coup, je sais pas s'ils ont énormément de public, mais le public aussi, ça change tout, ça crée une certaine émulation.
C'est une autre dimension. Et effectivement, le public, je pense, on l'a bien vu lorsque le record du monde officieux du marathon en moins de 2 heures avait été organisé pour Eliud Kipchoge. Il y avait énormément de monde et je pense que ça a joué effectivement. Oui, ça change tout. Cross-country, est-ce que vous vous souvenez de ce nom-là, championnat de France de cross-country? Alors, il y a un grand débat en ce moment. Est-ce que recrudescence du virus, variante anglaise, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on va avoir des cross-country cette année? Pas du tout. Alors, J'y crois pas du tout. Moi non plus, je n'y crois vraiment pas. Sincèrement, j'y croyais vraiment pas du tout avant l'apparition du variant anglais. Maintenant que le variant anglais et qu'il y a le variant brésilien qui est déjà au Portugal et que le variant sud-africain serait aussi sur le territoire français, je pense sincèrement que la saison hivernale va totalement sauter. C'est pas un coup dur ça pour les athlètes? Est-ce qu'ils attendaient pas quand même qu'il y ait un championnat peut-être élite sur cross-country, même si on sait que c'est compliqué, ça reste un événement populaire, l'événement des clubs, le cross-country, si on le réserve qu'à l'élite, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'image pour la Fédération française d'athlétisme, de privilégier peut-être que les élites? Est-ce que c'est pas quand même une grande déception ça, Emma? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très grosse déception pour tout le monde. Je reçois pas mal de messages sur Instagram me disant Emma, comment on fait pour rester motivée alors qu'il n'y a pas d'objectif? Autant pendant le premier confinement et jusqu'à cet été, ça allait parce que cet été, il y avait encore quelques compétitions, donc ça a laissé de quoi avoir des objectifs. C'est bien mignon de s'entraîner, surtout en demi-fond, alors qu'il n'y a pas de compétition pendant un certain moment. On arrive à trouver encore de la motivation, mais il y a un moment où je peux comprendre que la motivation soit plus forcément là quand il n'y a plus d'objectifs. Bon, et on essaiera de donner des conseils à nos auditeurs. On l'a déjà fait pour essayer de trouver la motivation et garder l'envie de s'entraîner. Dites-vous que si vous arrêtez, la reprise sera encore plus dure. Donc il faut quand même garder un petit peu de jus parce que sinon vous risquez encore de perdre une année. C'est vrai, ça peut être une bonne morale. C'est que quand ça va repartir, vous allez louper le train, donc vous allez aussi reperdre une année. Donc est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut essayer de s'accrocher? Il y a ça et puis surtout il y en a qui lâchent pas. Donc c'est bien faible pour se raccrocher. Mais il faut se dire que quand ça va reprendre, et on l'a vu l'été dernier, quand les compétitions ont repris, on a vu vraiment un certain nombre de gros chronos. On pensait qu'un certain nombre avaient lâché l'entraînement et on a vu qu'ils ont répondu présent et présente. Et je pense que là, ça sera la même. Quand on regarde les Insta et autres publications des athlètes, on voit beaucoup de grosses séances. Donc voilà, après... Si à un moment il y a de l'annulation des JO, je pense que là, l'athlétisme notamment de haut niveau va prendre, en tout cas les athlètes vont prendre un gros coup et va peut-être y avoir une décompression et là effectivement un certain nombre vont se dire il n'y a pas les JO. Il y a quand même entre guillemets un peu cette carotte pour un certain nombre d'athlètes. Bien sûr. Donc ils arrivent à s'y maintenir. Justement, JO de Tokyo, le magazine Le Time révélait que l'État japonais serait en train de négocier en cachette l'obtention des Jeux Olympiques en 2032 et donc du coup annulerait les JO de 2021, mais je crois qu'ils gardent encore le nom de 2020. Ça a été démenti par la suite, mais quand même, on a vu aussi l'équipementier Nike pas forcément reconduire ses athlètes, pas forcément croire qu'il y aura des grands championnats sur les prochains mois. Est-ce qu'on y croit encore à ces Jeux de Tokyo? Je vais encore être assez pessimiste, mais non, j'y crois pas. Je crois pas aux Jeux Olympiques de cet été. Donc je suis la première désolée, mais non, j'y crois pas. Je pense que là, en France, on est. Je sais pas quand est-ce que va être diffusé ce podcast, cette émission, mais on se dirige tranquillement vers un 3e confinement. Il y a pas encore grand monde qui est vacciné, comme tu le disais, Fred, tout à l'heure. Il y a je ne sais pas combien de variantes de virus qui arrivent et je pense que ce serait pas très responsable de maintenir des Jeux Olympiques aussi durs que ce soit. Le CIO veut rien entendre. Il a dit on n'a pas de plan B et je pense pas qu'il soit prêt à accorder à Tokyo les Jeux pour 2032. C'est 35 milliards de pertes. Il y a quand même beaucoup d'enjeux économiques. 35 milliards, rendez-vous compte. C'est quand même s'ils n'obtiennent pas les Jeux en 2032, c'est quand même pas sûr qu'ils annulent. On sait que on peut créer des bulles. Alors ce sera peut-être des Jeux plus réduits, mais après il y a aussi la question des Jeux paralympiques. Je vois pas comment on peut accepter de faire des Jeux JO sans organiser les Jeux paralympiques. Et là tout de suite en termes de logistique, c'est beaucoup plus lourd. Donc c'est hyper complexe.
complexe, mais c'est un sujet en tout cas. Mais il y a aussi différents éléments dans cette équation. Le CIO ne peut honnêtement, entre guillemets, pas tenir d'autres discours à l'heure actuelle. Rappelons-nous ce qui s'est passé l'an dernier, en 2020. Enfin, je veux dire, jusqu'à très tard, ils ont dit ça aura lieu coûte que coûte, on est confiant. On a vu le résultat. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, si j'ai bien lu, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste de la politique japonaise, mais qu'il semble qu'il y ait des élections cette année qui soient prévues au printemps, élections politiques. La population japonaise semble être très majoritairement opposée à la tenue des JO, parce que c'est une société très protectrice qui est en état d'urgence pour un mois à l'heure actuelle. Donc du coup, le gouvernement qui prendrait le risque de dire on maintient quand même, prend le risque de se voir sanctionner, dans les élections qui auront lieu cette année. Donc, est-ce qu'ils prendront également le risque? Il y a tout un ensemble de paramètres qui, je pense, rentrent en ligne de compte. Et puis, au-delà de ça, comme on le disait, il y a tout un ensemble de variantes de la pandémie qui laissent penser que oui, ça risque d'être très, très, très compliqué. On voit qu'ils font un peu des effets d'annonce en disant le CEO s'est rapproché de l'OMS pour vacciner tous les athlètes qui iront au JO. Bon voilà, c'est clairement une pure action de communication parce que voilà, faut Bon, pas rêver. qui vivra verra, et donc on va suivre ça de près. Je voulais juste compléter ce que tu disais, Fred, tout à l'heure par rapport à la motivation. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne sont plus motivées pour un certain moment ou qui sont fatiguées parce qu'il n'y a plus d'objectifs ou quoi, ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus. On est en train de vivre une période qui est extrêmement difficile, une pandémie où il y a un virus qui est en train de décimer la Terre entière. Je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Et donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. S'il y a un moment où vous entraînez un petit peu moins, ou si vous adaptez l'entraînement, ou si vous vous arrêtez tout simplement, c'est pas grave. C'est pas la priorité. Prenez soin de vous, faites ce qui vous fait du bien, et si ce qui vous fait du bien pour l'instant c'est d'arrêter de courir, arrêtez de courir, c'est pas grave. C'est une question de personnalité, hein. Ça c'est sûr que c'est une question de personnalité. Chacun met le poids du corps ou un petit peu où il veut, mais c'est sûr qu'il faut pas courir si vous en ressentez plus l'envie ou plus le besoin. Après, il y a des personnes pour qui ça ne gêne pas, hein. J'en connais qui s'entraînent. Bien sûr. Pour eux, c'est qui se passe, s'il y a compétition ou pas compétition, c'est pas un sujet. Ils sont là, ils aiment profondément s'entraîner. Bien et ils sûr. ont qu'une peur, c'est qu'on les empêche de s'entraîner. Ouais. Après, c'est hyper personnel. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes ressorts émotionnels. Donc l'idée, c'est juste de s'écouter. Je pense, c'est de s'écouter. Ouais. Tu fais bien de le dire et pas d'essayer de faire parce que les autres font. Exactement. C'est de se dire qu'est-ce que nous on a envie de faire. Après, je pense qu'il faut quand même garder une activité physique. C'est hyper important. Il faut le dire parce que, on est de plus en plus en télétravail, on est de plus en plus sédentaire, donc au moins le sport santé, je pense que c'est quand même un enjeu et qu'il faut, parce qu'après c'est dur aussi, hein, moralement, quand quelqu'un a l'habitude de s'entraîner 6-7 fois par semaine, plus du tout s'entraîner, ça peut-être à court terme être libérateur, mais 2-3 semaines après, c'est un dosage, mais c'est hyper personnel, donc interrogez-vous en tout cas sur vos motivations. Exactement. Interrogez-vous sur ce que vous avez envie, sur pourquoi, sur quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui vous fait plaisir, discutez-en aussi avec votre entraîneur, et puis prenez la décision qui vous ressemble et pas se faire influencer. Voilà. Je vous propose qu'on passe maintenant à la sélection hivernale pour passer l'hiver au chaud. On vous a fait une petite rubrique où on a sélectionné plusieurs articles, les indispensables pour passer l'hiver dans les meilleures conditions. L'hiver risque d'être froid, en tout cas c'est ce que pensent tous les climatologues. J'accueille maintenant Manu qui nous a fait une petite sélection. Manu, comment ça va ? Ça va bien, et vous ? Écoute, ça va super. Tu nous as sélectionné plusieurs chaussures, notamment une chaussure de trail et une chaussure de route. Pour toi, c'est quoi la bonne chaussure, elle doit répondre à quelles caractéristiques elle doit avoir pour vraiment passer l'hiver dans les meilleures conditions. On va passer déjà c'est quoi une bonne chaussure d'hiver de trail selon toi, Manu ? Alors, la chaussure d'hiver pour le trail, il faut que ça soit le plus étanche possible. Que ça soit respirant quand même, mais il faut quand même éviter les modèles qui soient un peu estivales, souvent où l'air passe bien. Donc il faut essayer de trouver des membranes soit Gore-Tex, soit équivalentes. Donc moi je vous ai sélectionné ce que j'estime une des meilleures chaussures de trail, c'est la Speedcross Gore-Tex version 5. Alors c'est une chaussure de trail qui passe très très bien dans la boue. Donc en ce moment où les forêts et puis les chemins sont assez boueux et tout ça, donc c'est vraiment l'idéal.
ce qu'il faut essayer de faire, c'est quand on a une chaussure en Gore-Tex, éviter de rentrer directement dans les grosses flaques d'eau et puis avoir le risque de faire passer l'eau par au-dessus de la limite d'ouverture de la chaussure. Parce qu'une fois que l'eau est dedans, elle a plus de mal à sortir. Donc voilà. Au pire, vous pouvez éventuellement rajouter des guêtres si vous êtes vraiment dans la neige carrément. Là, il faudrait rajouter des guêtres étanches en plus. Et si on a un coureur sur route, quelles chaussures tu nous conseilles d'opter pour passer l'hiver pareil au sec et dans les meilleures conditions possibles? Alors là, j'ai choisi une Pegasus 37 de chez Nike, qui est en version ce qu'ils appellent Shield. Donc il y a une membrane déperlante donc pour l'hiver, donc ça évitera d'être mouillé dans la chaussure. Et en plus, c'est un modèle qui a des éléments réfléchissants. Donc ça permet d'être bien vu par les voitures qui vous éclairent. Donc Shield, les caractéristiques, ça c'est la gamme, je crois, chez Nike spécifique sur l'hiver, c'est ça, c'est étanche. Voilà, c'est ça, ouais. C'est jamais vraiment étanche, mais c'est déperlant et puis c'est respirant. Donc c'est comme c'est un équivalent Gore-Tex. Hein. Mais en plus sur la chaussure, ce que tu m'as envoyé un petit visuel, elle est toute noire. Alors elle est vraiment full black. Et ça c'est vraiment un conseil que je peux donner aussi aux auditeurs, surtout l'hiver, c'est choisissez des chaussures très foncées parce qu'elles ont tendance quand même à s'abîmer, elles ont tendance à prendre la poussière et c'est quand même beaucoup plus simple pour l'entretien, un coup d'éponge et elles sont comme neuves. Et alors, il y a un autre point qui est intéressant sur ce modèle, c'est que on parle souvent du prix des chaussures. Donc, la Pegasus 37, elle est, je crois, aux alentours de 120 € pour le modèle standard. Et donc là, 130 € pour ce modèle Shield, bon, parce qu'il y a des éléments en plus, forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, le 37, profite de la recherche qui a été faite sur les fameuses modèles Next et Alphafly avec la plaque en carbone. Donc, ils ont découvert des choses sur des modèles très haut de gamme qui sont ensuite, quand c'est possible, transposés sur des modèles, disons que pour le commun des mortels. Je t'ai demandé aussi de nous trouver une bonne veste pour passer l'hiver au chaud. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'une veste, on attend qu'elle soit respirante, mais qu'elle nous tienne chaud aussi, qu'elle soit imperméable pour qu'on puisse ne pas se tremper quand il pleut. Et Dieu sait qu'à Paris, en ce moment, on est assez servi par la pluie. Trouver une bonne veste efficace, c'est pas forcément évident. Toi, tu nous conseilles quel type de veste ? Alors, j'ai sélectionné une veste qui vient de sortir. Alors, c'est un peu la nouveauté. C'est la Odlo Zero Weight Pro Warm Reflect. Alors, je suis désolé pour mon accent anglais, mais bon, vous la trouverez assez facilement. Et alors, il y a tout ce qu'il faut. C'est déperlant. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des éléments réfléchissants. Alors, il y a un vrai sujet sur les éléments réfléchissants parce que il faut qu'ils soient bien positionnés. Parce que c'est pas le tout de mettre deux, trois réflecteurs sur la veste. Il faut que ça soit quand même assez bien positionné. Donc là, c'est intéressant parce que ils ont fait ça assez joliment sur le haut du corps. Et puis, donc, cette veste, elle est truffée de petites astuces. Il y a des mitaines qui sont intégrées, donc vous n'avez pas forcément besoin de gants. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que cette veste est très, très bien faite. C'est vrai que c'est important, tu as raison d'insister sur le côté réfléchissant parce qu'il y a malheureusement des accidents, il y en a quasiment toutes les semaines de coureurs et c'est hyper important d'avoir ces petits outils en plus. D'ailleurs, je rebondis sur ces éléments réfléchissants pour dire qu'il y a la marque Brooks, la marque américaine Brooks, qui a sorti une nouvelle gamme de textiles et de chaussures, mais c'est plus orienté textile, et elle a fait vraiment un gros travail sur ces éléments réfléchissants, c'est-à-dire qu'ils ont testé différentes positions des éléments réfléchissants sur le corps, et en fait, en fonction des différentes positions, c'est pour faire comprendre aux automobilistes qui vous croisent quand vous êtes sur le bord de la route, pour faire comprendre au cerveau de l'automobiliste que c'est un coureur qui croise. Donc les éléments ont été positionnés pour que quand je suis en course et puis que je m'active, et ben l'automobiliste voit directement et pense tout de suite
Ouais, bien sûr. à un coureur. C'est important parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais évidemment, en tant que conducteur, on va anticiper le temps que la personne va mettre pour arriver jusqu'à nous. Et donc, si on n'est pas capable de voir ce que c'est un piéton par rapport à un coureur, on va se dire, il me reste encore peut-être 15-20 mètres avant de freiner le temps qu'il arrive. Et on peut être surpris avec un coureur qui arrive en fait beaucoup plus vite vers nous. Donc, il y a un élément de danger. Si l'automobiliste arrive à identifier que c'est un coureur, il va identifier qu'il va arriver beaucoup plus vite vers l'obstacle. Donc, c'est effectivement très important. Et moi, j'insiste parce que c'est vrai que les vestes, ça a quand même un certain prix. C'est pas donné, mais il faut vraiment mettre le prix, je pense, dans une veste. C'est quelque chose qu'on peut garder sur 2, 3, 4 ans. Et c'est vraiment le meilleur ami qu'on peut avoir l'hiver. Et puis, quand il pleut, au moins, comme ça, on n'annule pas un rendez-vous. On a une belle veste. On est content de sortir, aller s'entraîner sur la pluie. C'est toujours un élément motivationnel en plus. On finit avec un petit sous-corps, un petit maillot près du corps, parce que c'est quand même intéressant. On peut mettre ça sous ce qu'on appelle la sous-couche, qui est très important l'hiver. Qu'est-ce que tu nous as recommandé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as déniché? Pardon, Manu. Alors, j'ai effectivement une sous-couche Mizuno. Alors là, ce que je voulais mettre en avant, c'était la matière Merino. Vous savez, c'est les fameux, c'est de la matière naturelle qui est faite par des moutons mérinos qui sont élevés en Nouvelle-Zélande. Et elle a des capacités effectivement très intéressantes pour extraire l'humidité, donc extraire la sudation, et puis garder au chaud. Donc c'est ça qui est important sur la première couche, c'est-à-dire que celle qui va vraiment, il faut que ça soit très moulant, il faut vraiment que ça colle au corps, et puis ça va permettre d'extraire la transpiration, donc vous n'aurez pas cette sensation d'humidité sur la peau, et l'humidité va sortir à l'extérieur de cette couche de mérinos. Du mérino pour courir. J'étais loin de me douter qu'on allait retrouver des matières aussi techniques. C'est vraiment devenu un sport de haute technologie, la course à pied. Merci beaucoup Manu pour cette sélection. Toujours des produits pertinents et des informations toujours très intéressantes. Donc encore merci à toi. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.danlateteduncoureur.fr pour retrouver cette sélection. Et d'ailleurs, petit tuyau, je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à notre newsletter puisqu'on va vous proposer d'autres sélections pour courir l'hiver, l'été, sur marathon, 10 km. Bref, on vous réserve pas mal de surprises. Et vous pouvez aussi retrouver tous ces articles sur le site internet de notre partenaire iron.fr au meilleur prix. Écoutez, il me reste plus Emma, François, René, Fred, Manu à vous souhaiter une bonne journée. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. C'était vraiment un chouette épisode. Pour les auditeurs, il ne reste plus qu'à se donner rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.